Coucou Annick, Coucou, comment ça va? ça va très bien. Ok, super. Bah écoute, pour cette interview, Oui. est-ce que tu peux présenter qui est Annick Arnold? Alors, qui je suis? Je suis donc Annick Arnold. Je suis danseuse de profession, chorégraphe, professeure, formatrice et directrice actuellement, directrice artistique de la Paris Dance School. Ok, d'accord. Donc Paris Dance School, qui est du coup une école sur Paris que tu as créée. Exactement. Ok. Que j'ai créée En quelle année? en 2000. La société a été créée en 2010 et les activités ont commencé en fin 2011, début 2012. Ok, très bien. Et du coup, ce qui est intéressant, et moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir la créatrice de Paris Dance School, la danse, son enfance, comment ça t'est venu justement le parcours de la danse? Eh bien, le parcours de la danse, c'est venu en Afrique, hein, parce que j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 8 ans. Je viens d'une famille d'artistes, d'intellectuels et de commerçants. Et j'ai plus grandi en Afrique dans ma famille maternelle. Et mon grand-père Maurice m'a initié très tôt, quand j'étais petite déjà, dans ma famille, à tout ce qui touchait à la musique, au conte, à la danse. Et dès que j'ai commencé à marcher, en fait, j'ai commencé à danser et à prendre des cours aussi de danse traditionnelle africaine, Quel pays d'Afrique? Centrafrique. Donc je D'accord. suis restée jusqu'à l'âge de 8 ans et je suis arrivée en France au début des années 80. Donc, si je calcule bien, à l'âge de 8 ans et demi, t'es 8 ans arrivé et en demi, voilà. France. Enfin, tu l'as dit en fait, je calcule rien du tout, tu l'as déjà précisé. Donc, forcément, à 8 ans et demi, tu arrives en France Oui, avec une autre culture, un autre oui, univers, oui. un autre, on va dire, background, Mhm. des gens différents. Comment est-ce que la danse a continué? Est-ce que la danse s'est terminée? Comment ça s'est passé après quand tu arrives en Bah, France? quand je suis arrivée là en France, bah, c'était automatiquement un autre environnement, il fallait s'adapter et se faire des nouveaux amis et connaître la culture. Et c'est vrai que la danse, ça s'est jamais arrêté parce que déjà dans ma famille, on danse tout le temps. Et donc du coup, à l'extérieur par contre, j'étais inscrite en centre d'animation, en centre aéré. Et à travers les activités qui étaient proposées, il y avait danse. Et comme j'adorais danser, il y avait danse contemporaine. Et comme j'adorais danser, je me suis inscrite pour découvrir cette danse. Qu'est-ce que c'était cette danse et voilà. Qui est devenue ta passion du coup? La danse a toujours été ma passion, Voilà, mais la danse contemporaine contemporaine, a suscité ma curiosité, on d'accord. va dire. Et est-ce que tu as du coup rencontré des personnes qui t'ont influencé dans la danse contemporaine? Alors, la danse contemporaine, j'en ai fait très, comme je l'ai précisé, plus en atelier, en centre aéré, en centre d'animation. Mais par la suite, quand j'ai eu l'âge de 12 ans, on a déménagé, parce que quand je suis arrivée sur la France, on habitait à Évry, et, et on a déménagé. Et là, j'ai rencontré Debbie Tollins, qui est une américaine, danseuse professionnelle qui venait de New York, qui a ouvert des classes dans la grande banlieue où j'habitais, parce que j'habitais en grande banlieue. Et de mes 12 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai été formée chez elle. Il y avait plusieurs niveaux et à 15 ans, je suis arrivée au niveau avancé. Donc, elle nous formait au modern jazz, des bases de Horton, classiques et un peu de claquettes. Voilà. Et en général, quand justement on était, si on est dans cette école et qu'on arrive à un niveau le plus avancé, c'est ça? T'es Oui, arrivé, je suis toi, arrivée au niveau avancé. t'as atteint le plus haut des échelons du niveau. Mhm. Qu'est-ce qui arrivait normalement Bah, en fait, chez Debbie, quand on arrivait au niveau avancé, pour les personnes qu'elle sentait engagées, elle nous donnait la possibilité donc d'aller voir beaucoup plus loin, parce qu'il y a un niveau toujours beaucoup plus haut. Donc elle nous a emmenés sur Paris, dans un des plus grands studios de danse qui s'appelait Paris Centre.
Et là, grâce à elle, j'ai pu découvrir d'autres danseurs, hein, d'autres professeurs, comme Dominique Lesdemar, Reda, Christopher Huggins, Brian Baldwin et bien d'autres. Et donc du coup, de là, quand j'ai eu 18 ans, après mon bac de gestion, j'ai pu intégrer la formation de Rico Doms, qui se trouvait aux EDER à l'époque. Et dans la formation, j'ai pu aussi continuer à rencontrer des professeurs qui m'ont apporté aussi énormément dans mon parcours. Et je les remercie comme Rick, déjà personnellement, René Dozoteur, et à son âme, euh, Bess et Edouard Reichles, qui m'ont énormément apporté. Et je les remercie, je remercie toutes ces personnes, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu grandir dans ma danse. Et du coup, après avoir rencontré toutes ces personnes, Oui. j'imagine que voilà, c'était des personnes qui ont pu, comme tu viens de le dire, elles t'ont apporté beaucoup. Est-ce que ça t'a justement décidé, à quel moment en fait tu t'es décidé à passer de justement t'améliorer, te former, améliorer ta danse, t'entraîner Mhm. avec acharnement, Oui. à préparer tes propres projets? Alors, déjà, avec ce parcours-là, ça c'est ma formation en danse académique, hein, parce qu'après j'ai eu plus tard en 98 l'occasion, lors d'une audition sur Paris, qui a réuni 200 danseurs et j'ai eu la chance d'avoir été faire partie des 20 personnes sélectionnées, ça c'était en hip-hop. Donc tu as commencé des auditions. J'ai commencé à travailler déjà dans la danse à l'âge de 18 ans. J'ai Mm. commencé à danser pour des orchestres, pour des boîtes de nuit ou autre chose. Enfin, j'ai commencé à être rémunérée et j'ai eu donc mes contrats aussi bien avec des artistes qu'avec des compagnies de danse, des compagnies telles que Boogie Sai, Déséquilibre, euh, Popin Taco, la compagnie de Popin Taco qui s'appelle Monsieur Bruno Falcon, qui était le chorégraphe et aussi le professeur en popine de Michael Jackson. Et voilà, Des sur plein de artistes, projets, voilà. des artistes musicaux? Des artistes musicaux pour qui j'ai chorégraphié aussi. J'ai chorégraphié pour, dernièrement pour Massy Gray à la salle Playel, Martin Solveig, Gilbert Montagnier, Carlos, paix à son âme, Carlos, Patrick Sébastien, et sur d'autres projets aussi, des projets de films, des projets chorégraphiés pour des marques Du comme commercial, Nike, du commercial, euh, Nike. Nike, Carrefour, la marque Carrefour, Mhm. pour les centres commerciaux, comme exemple l'Agora. Il fallait structurer un défilé dansé pour toutes les marques du centre commercial. Enfin, Donc voilà, en j'ai fait, travaillé sur voilà, sur d'autres, sur plein de projets. Là, j'en cite ceux qui me viennent en tête, mais donc ton expérience est bien établie, tu as eu le temps de travailler avec beaucoup de gens, avec des gens dans le milieu qui justement, avec qui tu as collaboré également. mhm. Euh, Effectivement, et aussi ton gros projet, le gros projet qui est ce que tu as créé, ton école. Alors, mes réalisations ont commencé d'abord en 2001, parce que moi j'ai toujours été passionnée par la transmission. Je danse et j'ai pu travailler dans la danse parce que la transmission, l'envie d'apprendre, d'avoir une continuité avec la danse, c'est ça qui m'a poussée surtout. Donc la transmission, comme ça me tenait à cœur, en 2001, j'ai commencé à mettre en place, à structurer autour de la danse hip-hop, hein. Parce que et je le pense toujours, que tout ce qui touche à l'académique, que ce soit classique, jazz ou contemporain, il y avait déjà des structures, il y avait déjà des studios, tout était déjà bien établi. Et je trouvais qu'en hip-hop, où on venait de la rue et que tout était à faire, bah, pourquoi ne pas adapter certaines façons de fonctionner académiques avec le hip-hop. Donc en 2001, j'ai commencé à structurer d'abord par la transmission
les stages intensifs 100% culture hip-hop, ça s'appelle. Et ça s'appelle toujours 100% culture hip-hop. D'accord. Donc du coup, tu es une entrepreneuse aussi. Je suis une Donc entrepreneuse. tu as un business et tu entreprends Je de... suis entrepreneuse, hein, donc j'entreprends par rapport à ma passion. Avec la maturité, arrivé à l'âge de 30 ans, 27, 28 ans, 30 ans, j'ai voulu commencer à rentrer dans l'entrepreneuriat avec ma passion. Donc, dans un premier temps, via les stages de 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 100% culture hip-hop, qui continue. Et par la suite, j'ai commencé à conceptualiser. Donc, les premiers concepts que j'ai mis en place, c'était les D-Style. C'était un concept de développement de la féminité à travers le hip-hop, hein, parce que le hip-hop est très unisexe dans l'énergie, dans la façon de danser, même très masculinisé. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis en place ce concept, Lady Style, en collaboration avec Nike au départ, que j'ai développé. Et par la suite, j'ai conceptualisé un battle qui s'appelle le Wizoo en 2006. Et ce battle a énormément changé le visage de la culture dance hip-hop, hein, pas qu'au niveau national, au niveau international aussi. Et ça a influencé énormément d'organisateurs et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les concepts ont été, voilà, ouais, j'ai eu cette plaisir. Who is Who qui s'est fait où? With Vous, ça a commencé en 2006, on a commencé dans un gymnase, le Ouais. gymnase sur Paris, gymnase Japy. Et Et au fur et à mesure de chaque édition, chaque année, on a commencé en 2006, chaque année, on augmentait en jauge. Le concept a tout de suite parlé aux danseurs, parlé au public. Et on a fait donc du coup gymnase Japy. Du gymnase Japy en 2009, on a fait le Grand Hall de la Villette. Et du Grand Hall de la Villette, on est arrivé au Palais des Sports de Paris en 2010. ok, très bien. Du coup, ça fait beaucoup de choses. Donc, tu as réalisé beaucoup de choses dans ta vie en tant que danseuse. Et on réalise qu'au final, toute ta vie a été consacrée à ça. Alors, donc maintenant, on sait qui est Annick Arnold. On en sait un peu plus Merci. sur ton parcours, sur toutes les choses que tu as faites, parce que tu as fait énormément de choses. Tu as beaucoup d'expérience, tu as rencontré énormément de gens. Maintenant, je vais poser la question que tout le monde se pose. C'est effectivement, on se demande pourquoi Annick Arnold a fait cette démarche d'intervenir euh, devant Bruce pour faire un call-out. Alors, ce call-out, c'était surtout pour parler à Bruce. Et je pense que ce jour-là, Bruce sait pourquoi je me suis présentée devant lui. Je me suis présentée pour lui dire déjà qui je suis, que je suis Annick Arnold, que je suis une passionnée, une créatrice, une entrepreneuse, que je suis fière d'être une femme noire et que je suis fière de vivre de la danse et d'être dans cet univers et que jamais il pourra m'écraser, me spolier, m'étouffer. C'est vraiment important parce que je pense que on est tous dans un métier par passion, par amour. Et c'est important que certaines personnes qui peut-être l'ont oublié, qu'on leur rappelle certaines choses. Et j'étais là vraiment pour lui dire les choses, pour lui dire qui je suis. Et comme je l'ai dit, il est hors de question que ce que je suis puisse être écrasé, étouffé et être spolié. C'est pas possible. D'accord, très bien. Donc du coup, effectivement, il y a aussi d'autres choses à poser comme question parce que les gens aujourd'hui parlent. Il y a un fond qui est important et qui, a priori, mérite, voilà, ça mérite le débat. Mhm. Euh,
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui disent que tu as fait ça pour faire le buzz et faire de la pub pour ton école? Bah, euh, en fait, j'ai pas grand-chose à dire à ces personnes-là. Les rumeurs, ça fait partie de la nature humaine. Les rumeurs, il y aura toujours des rumeurs. Mais il y a une chose qui est évidente pour moi, c'est que déjà c'est un combat personnel et que mes activités, ma passion, ce que je fais avec la danse existait déjà bien avant, était déjà mise en place bien avant que le Juste Debout et Bruce Ikandi arrivent sur Paris. Et j'ai pas eu besoin de lui pour remplir mes stages, pour installer mon école. Mon école est là, elle existe, elle existera, elle est solide c'est vraiment pour parler à Bruce. J'ai pas besoin de lui, j'ai jamais eu besoin de Bruce. J'ai jamais eu besoin du Juste Debout. Il y en a qui ont commencé la danse avec le Juste Debout, ce que je respecte. Mais moi, je dansais déjà bien avant le Juste Debout. Et après le Juste Debout, je vais continuer à danser et mon entreprise en tant qu'entrepreneuse va continuer à exister et à s'épanouir. Et je vais tout faire, je vais m'y mettre corps et âme comme je l'ai toujours fait pour que ça puisse aller dans ce sens. Maintenant, pourquoi je suis allée voir Bruce? C'est une histoire personnelle que lui, il sait. Il sait pourquoi je me suis levée pour venir le voir. D'accord. Et du coup, c'est une histoire personnelle, donc tu t'es présenté devant lui, Mhm. et on va continuer plus dans ce que les gens disent, puisqu'on est là aussi pour relever et puis pour répondre Oui, je suis tout à fait euh, ouverte. à ce qui se dit, hein, pour un peu démystifier la chose. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que le niveau que tu ne t'es pas assez donné dans cet échange, que le niveau était plus faible de ton côté. C'est ce qui se dit, hein, que le niveau était plus faible, Mhm. que tu ne t'es pas donné, que tu aurais pu t'entraîner, que en gros tu t'es présenté un peu, voilà, un peu sans t'entraîner. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Bah, ce que je pourrais répondre, c'est que je pense que certaines personnes ont dû comprendre ma démarche et d'autres non. Ma démarche n'était pas spécialement de venir, c'était de parler à Bruce. C'était de lui parler. Et c'était spontané. C'est pas je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner pendant des mois et je vais aller me faire Bruce. Non. Je me suis levée un matin, j'ai vu que Tony faisait son événement, il avait programmé Bruce. Dans cet événement, j'y vais chaque année. Tony, j'adore son événement, il m'invite. Sauf cette année, il ne m'a pas invité. Mais bon, je t'adore, mon chouchou. Message comme ça. Et j'ai vu sur Facebook, hein, il y a Bruce qui était programmé à cet événement. Je me suis levée dans un premier temps le matin, le dimanche, là, je me suis levée, je me suis préparée, j'ai dit tiens, je vais aller voir l'événement, comme chaque année. Et en cours de route, je me suis arrêtée, j'ai dit non, tu peux pas le laisser passer. C'est maintenant. C'est maintenant. Je suis descendue, je suis allée au hall, je me suis allée chez H&M. Je me suis pris le premier jogging qui arrivait. Je l'ai acheté. Il y avait un t-shirt. Je n'ai même pas regardé s'il me va ou s'il ne me va pas. J'ai pris le t-shirt. Je suis arrivée à l'événement. Je me suis assise. Il est venu me dire bonjour. On s'est dit bonjour, hein. Il est venu me dire bonjour. Je lui ai dit bonjour. Il y a quelque chose qui me doit et que il m'a toujours pas fait. Et là, j'ai dit mais non, c'est pas possible, non, je peux pas le laisser, je peux pas le laisser, je peux pas le laisser pour plusieurs raisons. Et on va dire que c'est 15 ans, c'est 15 années, c'est 15 années d'agissement, des comportements qu'il a eu vis-à-vis de moi. Cette histoire, elle est personnelle, c'est pas une question de juste debout, c'est pas une question du wizou, c'est une question d'être humain, de personne à personne. Je ne me suis pas présentée devant Bruce en tant que Annick Arnold, directrice artistique de Paris Dance School, ni Annick Arnold
organisatrice, productrice de Wizou ou de d'autres événements. Je me suis présentée devant lui en tant que Annick Arnold, une personne qui a des valeurs, qui a une conscience de ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et qui voulait lui parler par rapport à son comportement et à ses agissements pour m'empêcher sur ma route. J'ai ma route, il a sa route, et ma route, il a voulu mettre de l'ombre dessus. Il a voulu éteindre mon soleil, et pour moi, il est hors de question qu'il éteigne mon soleil. Je ne lui en laisserai jamais le pouvoir ni les moyens. Si d'autres personnes dans cette culture acceptent le comportement de Bruce, les agissements de Bruce, parce que je pense que je ne suis pas la seule qui l'a attaqué, il y a sûrement d'autres personnes qui l'a dû attaquer, mais si ces personnes-là acceptent sa façon de fonctionner, moi, il en est hors de question. Et c'est ça que je suis venue lui dire. C'est pas une question de technique, de niveau de danse. C'est une question, et c'est ça la culture. Pour moi, c'est ça mon hip-hop. J'ai pas besoin de crier je suis hip-hop pour que les gens sachent que je suis hip-hop. Hip-hop, pour moi, c'est la démarche que j'ai faite. C'est me lever parce que cette personne ne me respecte. Déjà, il ne se respecte pas lui, parce que pour pouvoir faire des agissements, faire des choses qu'il a fait, c'est que déjà, il ne se respecte pas lui. Moi, je me respecte. Et il est hors de question que je laisse quelqu'un qui ne se respecte pas me dire que je ne suis rien. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Je le fais maintenant. J'aurais pu le faire plus tôt. Mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout. Et je l'ai fait maintenant pour la simple raison que pendant des années, il a été protégé quand même par certains nombres de danseurs français qui, par des promesses ou j'en sais rien, je ne veux pas chercher des choses que je ne connais pas, mais qui l'ont protégé, qui ont protégé ses agissements. Et on est dans une culture artistique. Et à partir du moment où on est dans une culture artistique, même si on est des entrepreneurs, il y a plein d'entrepreneurs dans ce monde. Il y a plein d'entrepreneurs. Mais nous, dans la danse, il y a plein de studios de danse qui existent sur Paris. Il n'y en a aucun qui a décidé d'avoir le monopole ou d'écraser les autres en faisant des agissements dans le dos, dans le derrière, qui a un visage magnifique, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le trouvent très beau, mais par derrière, hein, qui fait des choses juste abjectes. On est dans un milieu culturel. Et d'accord. Donc, Annick Oui, Arnold, oui. si tu devais finir cette interview avec un seul dernier mot, Bah, un seul dernier mot, c'est beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est dénoncer ces agissements. C'est que les gens puissent entendre ce que j'ai eu comme attaque de la part de Bruce et de certaines personnes qui l'ont soutenu. Ces agissements, je veux les dénoncer. J'ai fait une chronologie, et cette chronologie, je veux le dire, c'est 15 années. 15 années où j'ai dit à ce monsieur, j'ai essayé de lui faire comprendre que je ne suis pas sur la même route que lui. On fait du hip-hop tous les deux, on aime le hip-hop tous les deux, on aime la danse tous les deux, mais il y a une différence, c'est qu'on n'a pas la même vision. Et ces agissements, je tiens à les préciser. pourquoi maintenant? Dénoncer ça maintenant. Pourquoi dénoncer ces agissements maintenant? Il y a plusieurs mots déjà. Il y a la patience, l'endurance, et malgré tout, ça persiste. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que ça s'arrête. Il est temps qu'aujourd'hui ce soit œil pour œil, dent pour dent.
Si euh, les agissements dont je vais parler, Bruce Conduit ou d'autres personnes, Bruce Conduit ou d'autres personnes pensent que c'est de la diffamation, moi ça ne me dérange pas de, de me présenter devant les instances. Mais en tout cas, je pense que pour moi, il est important de dénoncer ces agissements. On va commencer déjà dans un premier temps à comment j'ai connu Bruce Sonnet, avant qu'il soit Bruce Candy. Je l'ai connu en 1992 avec sa femme, Dogo. Et je les ai connus chez mon oncle, où Dogo était une amie de ma cousine. Et mon oncle était ambassadeur de mon pays en France. C'est comme ça que je les ai connus, Dogo et Bruce. Ils venaient chez ma tante. Et en sachant que Bruce et moi, on a 5 ans de différence. Donc quand il avait 15 ans, à 20 ans, moi j'étais déjà en train de travailler dans la danse. Et je vivais déjà sur Paris. Ça, c'était en 1992. Entre 95-96, je le retrouve. Et je le retrouve chez Section C, où il faisait partie de Section C dans Francis et le Créateur, entre autres. Et dans Boogie Sai, la compagnie Boogie Sai dont j'ai fait partie. Et dans Boogie Sai, la chorégraphe c'était Max Lord Bourjoli, avec qui j'ai eu une discussion, qui m'avait fait part du comportement de Bruce sur Solar, en sachant que Boogie Sai c'était dans les années 90, début 2000, une des plus grosses compagnies de danse française hip-hop, où il y a aussi énormément de danseurs qui ont circulé au sein de Boogie Sai. Et Max Laure Bourjoli, à l'époque, c'était quand même une grande dame, hein, qui travaillait pour tous les artistes en niveau show business, hein, on va dire, au niveau des shows et tout ça. Euh, et notamment, la discussion, c'était qu'elle avait été, comment dire, trahie, hein, on va dire les mots tels qu'elles sont, trahie par Bruce, qu'elle avait mis comme danseur pour Solar, et qui a été voir la production pour un peu dire tout et n'importe quoi sur elle. Et par rapport à ce comportement-là, Max Laure Bourjoli, donc du coup Max a été retiré de chez Solar et tout ça. Donc déjà 95-96, je vois à peu près le caractère de Bruce. Et après, si on suit la chronologie, c'était 2002. 2002, c'était l'arrivée du Juste Debout, la création, la mise en place du Juste Debout. Et c'était à Champs-sur-Marne. Ah bah, c'était juste génial, parce que c'était un événement dédié aux danseurs debout, parce qu'avant ça, c'était b-boying, danseurs debout mélangés. Et là, c'était un événement que pour les danseurs debout. Moi, j'étais très très heureuse, je pense, comme tout danseur, de participer à cette première édition. Il y en a qui participaient en tant que participants et d'autres en tant que public qui venaient soutenir cet événement. Et c'était une édition, une très très belle édition, c'était magnifique. Et par rapport à ça, je me suis dit, tiens, il y a une plateforme pour la danse où il se dégage des belles choses. Pourquoi soutenir et pourquoi pas le soutenir. Donc de 2002 jusqu'à 2008, j'ai soutenu le Juste Debout comme beaucoup de gens. Je suis allée chaque année, j'ai payé pour soutenir la danse, pour soutenir les danseurs. En 2008, je me suis arrêtée, et je me suis arrêtée par rapport aux agissements de l'organisateur du Juste Debout, qui m'a montré son visage, ce qu'il était réellement, même si j'ai eu quelques doutes déjà par rapport à ce que m'a dit Max Laure. Là, 2008, j'ai complètement arrêté et j'ai dit à ce monsieur, je ne soutiens plus ton événement, mon argent, je le garde pour soutenir d'autres événements. En tout cas, personnellement, moi, le Juste Debout, il est hors de question que je mette mon argent à l'intérieur. Je serais peut-être la seule parmi 20 000 personnes, mais au moins je serais cette personne-là. Ça, c'était en 2002. En 2006, je mets en place le concept du Wizou.
Donc le Battle with Vous, le principe du concept, c'est qu'il y a un champion en titre et des challengers pour le détrôner. Donc autour de ce concept-là, il y a toute une mise en scène, il y a toute une pensée qui est à l'intérieur. Et donc ce concept-là, ben, la première réalisation, ben, c'était beau. C'était beau. Pour un événement qui n'existait nulle part. C'est un contre un qui n'existait nulle part. On a eu 500 personnes, voire même 600 personnes en public. Et en fait, l'événement s'est très très vite développé. Donc, à partir de 2006, après l'édition de 2006, j'ai un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Narmer, que je ne connaissais pas, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro de téléphone, qui m'appelle pour me proposer de travailler pour lui. Personnellement, je ne le connais pas, je trouvais gentil sa proposition, donc je lui ai répondu que pour moi c'était pas possible, ce qui l'a quand même beaucoup énervé. Et du coup, il m'a un peu, comment dire, insulté et menacé. Et c'est comme ça que j'ai connu ce monsieur Narmer, qui me déteste alors que je ne le connais pas et qui me téléphone, qui me dit qu'il a des idées de concept, il faut absolument que je travaille avec lui. Donc ça, c'était en 2006. 2007, Bruce demande absolument à rentrer en contact avec moi. Personnellement, je ne voyais pas l'intérêt de rentrer en contact avec lui. J'avais comme partenaire Isabelle. Il a contacté Isabelle qu'il connaît aussi. C'est une amie qui a un studio de danse, qui a une école de danse sur Paris aussi. Et il l'a contacté pour voir avec elle si c'était possible de me rencontrer. Isabelle a insisté pour qu'on puisse le rencontrer. Je l'ai rencontré, au moins pour écouter ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à proposer. Et au rendez-vous, avant que on rentre dans sa proposition et tout ça, j'ai lui proposé de lui poser 3 questions. La première question, c'était de savoir ce qu'il pensait du concept. La deuxième question, quels sont ses conseils? Et la troisième question, c'était euh, qu'est-ce qui le dérangeait dans ce concept? La première question, il a répondu comme quoi que le concept était juste bien, magnifique, structuré, carré, que c'est un putain de concept. Deuxième question, les conseils. Les conseils, c'était qu'il fallait que moi, je sois le moins visible possible. Et la troisième question, c'était qu'est-ce qui le dérangeait? C'était le speaker Yuval. Donc, après avoir écouté ses réponses à ces 3 questions, j'ai dit, et c'est quoi que tu veux nous proposer? Il me dit, moi, ce que je vous propose, c'est de développer le concept. Et là, je lui ai répondu, j'ai dit, écoute, moi, le concept, j'ai pas besoin de toi pour le développer en France. Parce que le concept, c'est mes idées, je sais où je veux l'emmener, ce que je veux ramener dedans, comment je le ressens. Donc, j'ai pas spécialement besoin de toi pour le développer. Mais par contre, ce qui serait intéressant, si ça t'intéresse, c'est de le mettre sur ton réseau de licenciés, par exemple. De le mettre sur le réseau de licenciés. Et la finale sur Paris. Mais par contre, sur Paris, sur la France, j'avais pas spécialement besoin de lui. Donc, j'ai clôturé notre rendez-vous, je l'ai laissé avec Isabelle et je suis partie. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Les problèmes de Bruce, parce que c'est pas mon problème, c'est lui qui a commencé à avoir un réel problème. C'est là qu'il a commencé réellement à m'attaquer. Donc ça a commencé en 2008. 2007, il avait déjà commencé, par exemple en contactant mes prestataires. Ça veut dire il allait contacter certaines danseurs que j'invitais dans mes stages, que j'ai déjà bookés. Il les contactait, il leur proposait de les payer beaucoup plus pour qu'ils ne puissent pas venir travailler avec moi. Ça, c'était déjà sa première démarche. La deuxième démarche, c'est que, en plus de contacter les professeurs, il contactait aussi les studios de danse avec lesquels je travaillais, lui et sa femme, parce que sa femme aussi s'y mettait,
téléphoner pour dire aux structures, surtout ne l'employez pas, c'est avec tous les noms d'oiseaux et des choses incroyables mais vraies sur ma personne, que même moi je ne connais pas, pour m'empêcher, voilà, pour m'empêcher de travailler. Il leur demandait de ne pas me louer les structures pour que je ne puisse pas travailler. Ça, c'était en 2007. 2008, alors 2008, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? D'abord, on avait été contacté par... on avait été contacté par Red Bull. Je vais revenir un peu plus tard sur ça. 2008, l'événement, on a eu comment dire, des empêchements. Comment dire, c'était une édition magnifique. C'est-à-dire des empêchements, des tracas qui surgissaient comme ça d'où on ne sait pas, a fait en sorte que cet événement soit magnifique. Le début déjà de l'événement. On arrive, on s'installe, Bruce Ikondi, il vient, il enlève nos stands, il met ses magazines juste debout. C'est à l'époque qu'il avait ses magazines juste debout. Il met ses magazines juste debout. Les filles viennent m'appeler, ils me disent Annick, il y a quelqu'un qui nous a enlevé nos sandwichs et qui a mis des magazines. Je suis arrivée, c'était des magazines juste debout. J'ai dit aux filles, vous ramassez ces magazines, vous le mettez dans un carton, on le met à l'accueil. Il revient, il fait un tour, il revient, il dit, ils sont passés mes magazines. J'ai dit déjà je ne sais pas pourquoi, comment tu as pu oser aller enlever nos stands et déposer tes magazines sans me demander mon avis. Il a dit oui, mais je suis le juste debout. J'ai dit oui, tu es le juste debout. Mais là, tu es au Wizou, tu n'es pas au juste debout. Et c'est mon événement. Donc, la moindre des choses, c'est de me demander avant d'installer tes magazines. En 2008, on continue encore sur 2008, il y a un des DJ qui a failli foutre l'événement en l'air. Ça veut dire que ce monsieur, il a mis tous les boutons dans le rouge, ça fait péter les baffes, ça fait péter les platines. La chance qu'on avait eue, c'est que le prestataire qui nous a installé le son, il se trouvait à 10 minutes à Père-Lachaise, à 10 minutes du gymnase. Et la chance qu'on avait aussi, c'est que Nike était sponsor de l'événement, il nous avait donné des baskets à faire gagner au public. Et c'est grâce à ça qu'on a pu sauver l'événement. C'est-à-dire que Yuval, il a ouvert un jeu autour de la culture hip-hop pour faire gagner du temps aux prestataires qui sont allés rechercher des baffes, rechercher des platines, installer. Ça nous a pris 30 minutes à peu près et l'événement est reparti de plus belle. À la fin de cet événement, Bruce Ikondi, il est passé devant moi et le lendemain, c'était des attaques sur son forum qui ont duré pendant un mois. Ça, c'était en 2008. Fin 2008, vers septembre, il y avait Red Bull qui nous ont contactés, qui m'a contacté. Red Bull via la mine, qui m'avait contacté pour un partenariat. Parce que le concept du Wizoo leur plaisait et ils m'avaient demandé un partenariat pour 2009. Ce partenariat, il a été arrêté en cours de route. Pour quelle raison? Red Bull m'a dit que, en fin de compte, ça serait pas cette année-là. Moi, j'ai pas cherché plus loin parce que mon événement, je le fais et ça plaît au public. Les danseurs étaient enthousiastes, c'était beau, c'était magnifique. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions. Sur l'édition de 2010, la préparation de l'édition 2010, Red Bull me recontacte en 2009 pour à nouveau faire un partenariat sur 2010. Là, je suis allée au rendez-vous, la responsable sponsoring, marketing, elle m'appelle, on prend rendez-vous, je suis allée au rendez-vous avec mes dossiers pour expliquer c'est quoi exactement l'événement et tout ça. On a passé 2 heures, à peu près 1h40, 2 heures d'entretien. Le partenariat sur 2010 était validé. Et à la fin de l'entretien, quand j'allais pour partir, elle m'arrête, elle me dit excusez-moi, il faut absolument que je vous pose la question. Et elle me dit, j'ai dit non, vous n'allez pas me parler de Bruce Ikondi. Elle me dit si, il est venu nous voir, il a dit tellement de choses
atroce, affreuse sur vous, nous, ça nous a effrayés. Et cette dame, heureusement qu'elle était intelligente, hein, heureusement, avec les mois passés, elle a réfléchi, elle dit, mais pourquoi je croirais ce jeune homme? C'est pour ça qu'elle m'a rappelé en 2009, pour me connaître mieux, avoir ma version, pour faire le partenariat. Et le partenariat a bien eu lieu en 2010. L'édition de 2009, comment ça se fait que le Wizou s'est retrouvé à la Villette? Du gymnase Chiapi, on s'est retrouvé à la Villette, parce qu'il y a eu un gros souci avec la DDJS, la mairie de Paris, à qui on louait le gymnase Chiapi. Sur cette édition, à la dernière minute, notre réservation s'est vue annulée. Et le monsieur qui m'a reçu, qui était donc responsable des réservations, m'a donné pour explication comme quoi c'est le bureau de monsieur Delanoë qui avait donné l'ordre de donner notre réservation à une autre association et que lui, il était dans l'incapacité de pouvoir nous donner un autre lieu de la même capacité pour que notre événement puisse avoir lieu. Ça, c'est le gros souci qui est arrivé en 2009 et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à la Villette, parce que pour moi, c'est au mois de juillet et il était hors de question que je puisse ne pas faire mon événement. Pour ça, j'ai pris sur mon compte épargne et j'ai loué le Grand Dalle de la Villette. À la fin de cet événement de 2009, j'ai contacté le président de l'époque, c'était Sarkozy, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre au bureau de M. Delanoë et j'ai écrit une lettre à Ramayad qui était ministre des Sports à l'époque. Mais le pire dans tout ça, c'est que en août 2009, pendant que j'étais en train de me prendre la tête pour trouver une solution pour que mon événement puisse avoir lieu, il y a ce monsieur Bruce Kandi qui me téléphone alors que je ne lui parle pas. Je ne vais pas dans ces événements. Je fais le maximum pour ne pas être en contact avec lui, qui m'appelle pour me dire alors ton événement aurait toujours lieu, je vois qu'il y a encore la pub. Oui, je lui ai répondu, oui, mon événement aura lieu, il aura bien lieu au mois de septembre. Ça, c'était en 2009. 2010, il y a le partenariat avec Red Bull. Partenariat avec Red Bull, soirée, l'after du Wizou aux coulisses. L'édition s'annonçait magnifique avec line-up de fou. Avec line-up de fou, il y a Canon. Canon, c'est là que je fais la connaissance de Canon la première fois, qui me contacte pour me dire que c'est un jeune qui a créé un crew qui s'appelle Ghetto Style et qu'il aimerait bien proposer son show pour le Wizou pour faire de la promotion justement pour Ghetto Style, pour que Ghetto Style soit connu et tout ça. Moi, je suis une personne qui donne la possibilité aux jeunes qui veulent avancer dans leur vie d'avancer. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, je vais aller regarder votre show. Si votre show il est carré, je vous programme. Je suis allé regarder leur show. Le show était carré, c'était fin août. Le show était carré et je les ai programmés en show au Wizou, au Palais des Sports en 2010. 2010, l'événement, il était juste magnifique. Magnifique. 5 heures de bonheur, le public, les responsables du palais de sport qui étaient là pour soutenir l'événement. C'était juste magnifique. Et la fin de l'événement, c'était un cauchemar. Un vrai cauchemar. La fin de cet événement était un vrai cauchemar. On est parti à la fin de l'événement, on devait rémunérer les prestataires. La plupart, c'était tous des étrangers, donc on devait tous les rémunérer en espèces. Et là, le bureau
de production a été cambriolé. Cambriolé. Et à ce moment-là, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment parce qu'il y avait que des danseurs dans ce palais de sport. C'était pas des voyous. C'était des danseurs qui étaient là. Et tu te dis, mais comment c'est possible que des gens qui aiment la danse, qui disent aimer la danse et qui comprennent ce que c'est que la danse, peuvent faire ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais dans cette salle, dans cet bureau de production avec la responsable des palais des sports. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte de tout ce que ça allait engendrer. Je me dis, mais mon Dieu, ça veut dire que chaque année, j'ai été attaquée. Chaque année, j'ai eu des menaces. Il y a des danseurs qui sont venus me menacer. J'ai tout eu. Je me dis, tant que ça reste dans de la parole, et tant que moi, j'avance dans ce que je fais, je m'en fous en fait de ce qu'ils peuvent dire. Mais là, on a passé un degré au-dessus. Là, on était, je me dis, mais si cette personne, à ce moment-là, il y avait moi ou ma fille, ou les gens de mon staff qui étaient rentrés dans ce bureau à ce moment-là, que lui, il est en train de voler cet argent, il aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et je me dis non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible d'avoir programmé ça, c'est pas possible. J'ai bien pleuré. J'ai pris sur moi. J'ai trouvé comment régler cette situation, même si c'était des heures de tension énorme à gérer. On a fait rentrer tous les danseurs, les prestataires. On a fait rentrer des prestataires. Je leur ai annoncé comme quoi que on a été cambriolé. Il y a un des danseurs, je vais citer aucun nom de danseur parce que ça sert à rien. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, j'espère qu'ils vont s'en rappeler. Il y a un des danseurs qui a commencé la première rumeur de propagande. Lui était une voleuse. La personne qui s'est énervée, c'était la responsable du palais des sports. Elle s'est énervée sur lui. Elle a dit, mais vous êtes des grands malades. J'ai dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai dit, écoutez, vous allez être payés. Il y en a qui vont être payés de moitié dans les étrangers. Vous allez être payés de moitié. Les autres moitiés et les autres danseurs qui sont en France, vous allez devoir patienter parce que le Wizou, c'est un événement, c'est de la production privée. Il n'y a pas de subvention de l'État. Il n'y a pas d'aide de l'État. C'était du privé. Donc, j'ai appelé mon avocat qui a fait une lettre de reconnaissance de dette que j'ai donnée à tous ces danseurs. J'avais 1 an pour les payer. Si au bout de 1 an, ils n'ont pas été payés, ils avaient le droit de me poursuivre. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça s'est fait, et même pas dans les heures qu'il y avait. Il y avait déjà des gens au Canada, des gens, enfin le tour du monde, en Asie. Et il y avait ce monsieur qui s'appelle Juni Jonathan. Juni Jonathan, qui je crois est un des licenciés du Juste Debout nordique, qui m'a attaqué, qui m'a insulté. Il m'a traité, mais ce monsieur, excusez-moi, pour moi c'est le pen de la danse hip-hop. Il m'a traité de diablesse, de sorcière, de sale noire, de personnes qui ne devraient même pas exister. Il m'a téléphoné pour m'insulter, pour me menacer.
pour dire on va faire une vidéo sur toi. J'ai dit fais ta vidéo, t'as intérêt à bien la faire ta vidéo. T'as intérêt à bien la faire la vidéo. Ce monsieur, Jonathan, je ne l'ai plus jamais revu. Mais le jour où je le verrai, je lui dirai ces 4 vérités. Et même si lui il regarde cette vidéo, qu'il sache que la salle noire, la sorcière, la diablesse, ce n'est pas Annick Arnold. Je suis fière d'être une femme. Je suis fière d'être noire. Cette couleur, ma couleur, cette couleur, j'en suis fière. Et si ces personnes ont déployé autant d'efforts, c'est tellement de haine, autant de haine pour faire ce qu'ils ont fait, c'est parce que peut-être la femme que je suis est peut-être trop pour eux. Ça, c'était en 2010. 2011, Vislo. Vislo, pour quelle raison? Alors que ce monsieur, je lui ai jamais rien fait. Je l'ai même invité à plusieurs éditions du Wizou. C'est permis. Il a invité Bruce et Dogo à son événement, à Love This Dance. Et c'est permis à l'entracte de dire devant le public que j'étais une voleuse. Annick Arnold est une voleuse. Alors que, bon, on ne va pas revenir dessus, il y a une vidéo qui a été faite par rapport à ça. Que j'étais une voleuse et qu'il faut surtout que les gens n'aillent pas dans mon événement. Et je trouve ça terrible, hein, je trouve ça terrible. J'ai appelé ce monsieur pour lui dire « Pourquoi t'as fait ça ?» Et là, il me rit au nez. Il m'insulte, il me rit au nez, il me raccroche au nez. Mais il y a des gens, ils auront pété un plan, il y a des gens, je sais pas, je sais pas ce qu'ils auront fait à ce monsieur. Moi, ce que je lui ai dit, j'ai dit, je vais porter plainte contre toi pour diffamation et pour concurrence déloyale. Parce que tu es une société, tu es une entreprise, et que ce que tu viens de faire ne se fait pas. Et c'est drôle parce qu'ils sont tous pleins, comme quoi que je voulais les détruire. Comment moi j'aurais pu les détruire, ces personnes-là? Avec quel pouvoir j'aurais pu les détruire? C'est quoi ma force pour pouvoir les détruire? Vislo, je suis allée le voir pour lui parler, pour qu'il puisse s'excuser publiquement, demander pardon publiquement par rapport à son comportement. Sinon, je portais plainte contre lui. Je suis allée, il était au Paris Dance Delight. Je suis allée au Paris Dance Delight, il y avait ma fille. Et j'étais accompagnée par mon cousin qui était venu pour me protéger quand je lui ai raconté tous les attaques que je recevais de leur part. J'ai parlé à Vislo au Paris Dance Delight. L'événement s'est terminé, on est rentré chez nous. Là, c'est pareil, il y a eu des rumeurs incroyables mais vraies. Apparemment, j'ai embauché des gens pour aller frapper Bruce. Je préfère garder mon argent. Il y a bien une personne pour qui je ne dépenserai jamais un centime, c'est bien ce monsieur. Je garde mon argent, c'est mon argent et il est hors de question que je dépense mon argent pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est mon point de vue personnel, c'est mon histoire personnelle avec lui. Je le rappelle. Ça, c'était en 2011. 2012, Canon. Canon, il se présente à moi. J'ouvre mon studio à Bastille. Il se présente à moi. S'il avait besoin de donner des cours, il me parle de ses projets. Je l'écoute sans l'écouter. Tu as besoin de travailler? Ok, ben je te donne des créneaux horaires. Tu travailles. Il avait un souci avec Narmer, avec qui apparemment il organisait des événements.
Et comme par hasard, j'apprends que l'événement qu'il organisait avec Narmer, ils organisaient ça au Juste Debout. Canon, il s'est séparé de Narmer. Il avait besoin d'espace pour son événement. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai dit, bah écoute, moi je connais très bien le café de la danse. Si tu as besoin, je peux te mettre en relation avec la responsable et vous pouvez voir ensemble pour organiser pour ton événement. Il se trouve que le jour du rendez-vous, je l'ai accompagné. Il est sorti, il me dit oui, mais j'ai pas les papiers et les structures qu'il me demande. Il me demande si je peux faire avec ma structure. J'ai dit si je fais avec ma structure, automatiquement je vais te facturer. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc Fusion Concept, l'idée qui change le nom, c'est moi qui lui en ai parlé. La structure, le numéro de licence du spectacle, les conseils en organisationnelle, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc au jour d'aujourd'hui, Fusion Concept, tel que vous le voyez, tel que c'est organisé, c'est Annick Arnold. Canon, il est venu me voir après la vidéo que Yuval a fait pour me dire, j'ai toujours dit à tout le monde que c'est grâce à Annick Arnold. J'ai dit, tu l'as pas assez crié fort et tu n'as pas besoin de me le dire, moi je suis déjà au courant. Fusion Concept, Narmer m'appelle par rapport à cette édition pour me dire que c'est Canon, c'est bien fait pour moi, que j'ai organisé un putain d'événement à la personne qui m'a cambriolé sur le Wizou en 2010. Sur la vidéo, sur le live de Yuval, je dis je n'affabule pas. Alors le mot affabuler en français, ça veut dire je ne mens pas. Affabuler. Je trouve ça triste que pour des miettes, parce que c'est des miettes, parce que celui qui a le gros morceau, je pense pas qu'il va le donner à personne. Il lâche quelques miettes pour que certaines personnes fassent le sale boulot pour lui. Mais donc, ça c'était en 2012. 2013. Je travaille de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin pour essayer de nettoyer tout ce bordel qui ont été créés par ces personnes-là. Je me concentre sur mon business, je me concentre sur comment sortir de tout ça. Je travaillais pendant 4 ans, j'ai travaillé de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, du lundi au dimanche. Et cela m'a causé des gros soucis de santé par la suite. Des soucis de santé où j'ai failli vraiment perdre la vie. Et je me suis juré que quand ma santé ira mieux, ces personnes-là, je vais les dénoncer et je vais parler d'eux, de leur comportement, de leur agissement. 2015, j'étais encore malade, avec des opérations sur opérations. 2015, je change de studio parce que j'avais besoin de 3 espaces, de 3 salles. Je suis arrivée au Studio Bleu. J'étais à l'hôpital pendant une de mes opérations.
il y a un de mes profs qui m'appelle, qui me dit, tu me croiras jamais. J'étais en train de donner mon cours et il y a Bruce Ikondi qui est rentré pendant mon cours avec un dédain incroyable mais vrai. Il est rentré dans le cours. Il a sorti sa petite carte qu'il a proposée au professeur pendant qu'il y avait les élèves de Paris Dance School pour dire ah, salut, si t'as besoin de boulot, viens au Juste Debout. Hein. Et j'étais à l'hôpital. J'ai dit, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est quoi son problème à ce monsieur? C'est obsessionnel, c'est même plus que obsessionnel. Là, ça devient de la paranoïa. Je suis sortie de l'hôpital, je suis allée voir le responsable du Studio Bleu. Et il m'a dit oui, effectivement, il est venu, il m'a dit comme quoi qu'il avait besoin, comme il ouvrait son studio, d'avoir des conseils en insonorisation et tout ça. Et là, je lui ai expliqué, j'ai dit écoutez, j'ai eu énormément de problèmes avec ce monsieur et j'ai pas envie, je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais j'ai pas envie euh, de repartir dans des situations incroyables mais vraies avec ce monsieur. Ça, c'était en 2015. 2016, j'avais pour habitude d'inviter sur Paris Popin Pete, avec qui j'organise des workshops depuis au moins plus de 10 ans, qui vient une fois, voire même 2 fois dans l'année euh, en stage avec moi. Et en 2016, Bruce Ikondi l'a contacté pour l'inviter pour donner aussi des workshops chez lui. Et c'était dans la même période que moi je l'invite d'habitude. Donc monsieur Pete, Popin Pete lui a dit bah, écoute, vois avec Annick, comme Annick m'a déjà booké, vois avec elle, si elle est ok, si ça correspond, il n'y a pas de problème, moi je viens chez toi donner avec plaisir des stages et tout ça. Bruce et moi on se contacte, je lui dis écoute moi ça me pose aucun problème, je le prends la première semaine des vacances de février, toi tu le prends la deuxième semaine, on partage les frais, voilà. Tout était calé, normalement Pete finissait un samedi à 19h et normalement à 19h il y avait quelqu'un de chez Juste Debout qui aurait dû venir le chercher. À 19h à la fin de son stage, personne. On attend jusqu'à 20h, personne. J'appelle, je tombe sur des répondeurs, j'envoie des messages, des emails, personne ne répond. Pete, il était un peu du coup stressé, il se posait des questions. J'ai dit écoute, je vais te ramener à l'hôtel, je lui ai laissé un message, de toute façon, il va bien appeler, on verra demain. Le lendemain, Bruce m'appelle, il me dit oui, je suis désolée Annick, là je suis à Barcelone, je suis en train de faire ma présélection du Juste Debout. J'ai dit ok, et là il me dit tu veux pas l'emmener à l'hôtel pour moi? J'ai dit excuse-moi mais je travaille pas pour le Juste Debout. Ah oui mais Pete c'est ton ami. Oui mais on a un partenariat professionnel. Je suis pas ton ennemi, mais par contre euh, professionnel, c'est professionnel. Moi, je l'ai pris de lundi à samedi. Tu dois le prendre de samedi en charge jusqu'à ce qu'il part à son départ. Non, je ne travaille pas pour le Juste Debout. Je ne vois pas pourquoi je dois ramener ton prestataire à ton hôtel. Bref, il a envoyé personne. J'ai déposé Pete vers minuit à l'hôtel. J'ai facturé la nuit d'hôtel de Pete pour Juste Debout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne m'a toujours pas payé cette nuit d'hôtel. C'était en 2016 et là, on est en 2019. J'ai toujours pas eu le règlement de cette facture. En 2016, j'annonce que j'allais reprendre le Wizou. Yuval, il vient pour me faire une interview pour que les gens connaissent un peu plus mon parcours. Et comme par hasard, au lieu de me poser des questions sur mon parcours, il me pose des questions par rapport au fait que je viens d'une famille de voyous.
Alors, je tiens à préciser à tout le monde que ma famille, les Arnold, sont tout sauf des voyous. Les Arnold, c'est des artistes, c'est des intellectuels, c'est des commerçants. Et pensez que le fait de revenir sur le vol du Weasel, les problèmes avec Vixlo, avec tous les rumeurs qu'ils ont mis en place, ça allait me déstabiliser et ça allait me poser un problème d'en parler. Moi, ça ne me pose pas des problèmes. Moi, j'ai mon combat, j'ai des choses personnelles. Ce que les rumeurs, ce que les gens disent, ça ne me concerne pas. Tout ce qui me concerne, c'est les personnes qui agissent de cette façon et à qui je dois dire stop. C'est ça qui me concerne. Ils peuvent réunir avec des mensonges 50 000 personnes ou 1 million de personnes derrière eux avec des mensonges. Ça ne me touchera en aucun cas parce que moi, je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Donc cette vidéo, ça c'était en 2016. Cette vidéo, elle a été faite au mois de juin de 2016. J'ai reçu 2 jours après cette vidéo un texto de Bruce qui me demande pardon. Je n'ai même pas répondu à son texto. Pardon de quoi? De quoi je dois te pardonner? Pourquoi tu me demandes pardon? Pardon par rapport à quoi? Et est-ce que c'est pardonnable, tous ces agissements? Les danseurs ont permis à ce monsieur de croire qu'il a le pouvoir, de croire qu'il est le roi du hip-hop, comme lui-même il le dit, parce que ça, il me l'a déjà dit, que j'ai rien compris à sa mission, que Dieu l'a comment dire, nommé pour être le roi du hip-hop dans le monde, et que je l'empêche dans sa mission. Moi, je t'empêche dans rien du tout. Hein. Moi, je vis juste ma passion à mon niveau, avec ce que je suis capable de faire. Et ça, si ce monsieur peut avoir ce genre de réflexion, c'est parce qu'il y a certains danseurs qui lui ont donné cette possibilité. Et c'est un choix, hein. On a tous chacun nos univers. 2018, alors 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Baba. Les lives de Baba et de Bruce pendant au moins, je crois, 2 ou 3 mois. Baba qui dénonçait le fait que Bruce, pas que Baba apparemment, mais bon, en tout cas c'est Baba qui avait son combat à ce moment-là. Et j'étais curieuse d'écouter ce que ce monsieur allait répondre parce qu'il avait fait des lives en thématique. Et j'ai trouvé ça mais vraiment d'une bassesse. C'était tellement pathétique. Mais pathétique. Comment tu peux... des danseurs qui ont fait que ton événement sont là où il est, parce que c'est les danseurs qui ont fait cet événement. Le danseur est le public. Même si tu as la possibilité, et je trouve que c'est juste magnifique, la possibilité que tu as eu, que ce monsieur a eu d'avoir des subventions, d'être soutenu par l'État, par la mairie de Paris, par les régions et par d'autres organismes, qui lui ont donné cette possibilité d'avoir à produire un événement avec un départ de perte à zéro. Donc ça veut dire que son événement ne peut que faire des bénéfices. Et ça, c'est une chance. Et je pense que depuis que le Juste Debout a commencé, avec cette chance-là, plus le soutien et l'amour des danseurs de la danse qui allaient payer chaque année, on ne devrait pas avoir ce genre d'agissement. On ne devrait pas. On devrait pas, en fait. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Et comment dans ce live, il a insulté ses danseurs pour des...
Moi, ça m'a choqué et il y a des gens qui rigolaient. Bon, ça c'est normal, hein. Il y a toujours des gens pour rire des malheurs des autres. Euh, et il y avait il les traitait, lui c'était l'aigle qui volait dans le ciel et eux c'était des rats et encore des rats. Enfin, je dis mais mon Dieu, comment on peut dire ça quoi? Enfin, des gens qui ont fait même plus que soutenir ton événement, qui ont cru quoi, qui l'ont défendu corps et âme, qui ont tout donné. Ça c'était en 2018. Et 2019, j'ai encore envoyé un message pour lui dire écoute, tu m'as toujours pas réglé ma facture de l'hôtel de Pete. Pas de réponse. Alors quand j'ai vu qu'il était programmé au Make Your Choice et que j'avais plus de problème de santé, je me suis dit lui, il faut que quelqu'un lui parle. Et le hip-hop, c'est ça. Mon hip-hop, c'est ça. C'est ça, mon hip-hop. Il aime la danse à sa façon. Il aime la danse. Moi, j'aime la danse à ma façon. On est deux visions différentes. Et je ne cherche pas à convaincre les gens qui aiment la vision de Bruce. Ce n'est pas à eux que je parle. Je parle aux personnes qui aiment ce que c'est que la culture danse hip-hop, qui savent ce que c'est que la culture hip-hop, qui savent ce que c'est que le hip-hop, qui ressentent ce que c'est que le hip-hop. Le hip-hop, c'est pas les habits, c'est pas le m'as-tu vu. Le hip-hop, c'est la vie de tous les jours. C'est comment tu te bats pour t'en sortir de la vie. C'est ça le hip-hop. C'est comment tu te bats. Moi, mon hip-hop, il est au quotidien. C'est quand je me réveille, c'est quand je prends le métro, c'est quand j'arrive dans mon école, c'est quand je donne des cours aux élèves, c'est quand j'ai des difficultés, comment trouver des solutions, comment la musique, comment la danse, comment tout ça m'aide à avancer, à construire dans la vie. Il veut le pouvoir, il a le droit. Il veut être le roi, il a le droit. S'il y a des gens qui ont besoin de ce monsieur, de sa façon de fonctionner, c'est tant mieux pour eux. Mais il faut qu'ils sachent que tout le monde n'accepte pas qu'il soit là pour écraser les autres. La danse, on a toujours circulé. Les danseurs ont toujours circulé. Et le Juste Debout, il est sur Paris et il faut qu'il sache que en hip-hop, il n'aura pas le monopole. Et moi, je suis Annick Arnold, Paris Dance School, entrepreneuse, femme, noire, fière. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et comme je l'ai dit, si Bruce, Canon, Narmer, Vislo estiment que tous mes propos, c'est de la diffamation ou autre, ils peuvent vraiment m'attaquer devant les instances. Moi, je suis prête à aller les retrouver devant les instances. Et cette vidéo, je parle vraiment à la culture hip-hop française. J'espère que la culture hip-hop française n'est pas à l'image de ces messieurs. Merci.